Donc on va commencer, on a déjà un quart d'heure de retard. On commence avec Jacques Seda, qui est membre d'Espace, hein, et qui a intitulé son exposé « Lacan 1952, une interprétation du transfert ». Voilà. On aura peut-être un tout petit temps de discussion, mais vraiment minime, parce que vu qu'on commence avec un quart d'heure de retard et que on a 2 intervenants en 1 heure, voilà, ça risque d'être juste. Voilà. Je laisse la parole à Jacques. Bonjour. Vous surveillerez ma voix parce que j'ai une bronchite. Je surveille. Et donc j'ai un vrai problème pour parler un certain temps. Lacan, une interprétation du transfert. Pour séjourner sur Lacan et l'expérience analytique, j'ai choisi l'exposé de Lacan de 51 en particulier. Moins près du micro. Ah bon. En réalité, 51, qui est paru dans la Revue française de psychanalyse en 1952. Donc, j'ai reparcouru l'ensemble de cette revue, puisque le texte de Lacan fait la suite de l'exposé de... Vous entendez ou pas, là? Non ? Vous entendez? Ah, d'accord. Voilà. Il faut me diriger sur ce plan-là. Donc, Lacan est une simple intervention par rapport au long rapport, une intervention de 8 minutes, qui représente à peu près 8 pages, par rapport au long rapport de Daniel Lagache, qui fait 120 pages. En 1951, la situation politique de la psychanalyse est la suivante. Elle renaît, Sacha Nacht est président de la SPP, Jacques Lacan vice-président, et Daniel Lagache assesseur. Or, on peut dire que ces 3 membres de cette première troïka sont des analysants de Rudolf Loewenstein, le premier traducteur des textes de Freud avec Marie Bonaparte, notamment les 5 psychanalyses. Et lors de ce congrès, on a choisi le problème du transfert pour renouveler la psychanalyse, et l'exposé de Lagache fait une présentation de l'ensemble des positions qui peuvent avoir lieu à l'époque sur cette question. Daniel Lagache est un normalien agrégé de philosophie, il fait des études de médecine, il veut réconcilier la psychanalyse avec la psychologie clinique, qu'il introduit à l'université, et il aura l'initiative de favoriser l'accès de la psychanalyse aux psychologues, et en 1949, il écrit son livre-programme « L'unité de la psychologie ». C'est une démarche opposée à celle de Nacht, qui veut au contraire rattacher la psychanalyse à la médecine. Et vous voyez que le conflit d'orientation entre ces 2 personnes aboutira en 1953 à la première scission qui sera inaugurée par le rapport de Jacques Lacan, le discours de Rome, en septembre 1953 à Rome. C'est à la lecture de ces enjeux qu'il faut comprendre le sens de l'intervention de Lacan, qui réagit avec concision et sobriété au long rapport de Lagache, en abordant précisément un texte de Freud, un ratage de Freud, le cas d'Aura. L'intervention de Lacan commence ainsi. Je cite le texte de Lacan tel qu'il a édité dans la Revue française, et non pas tel qu'on le retrouve dans les écrits qui apportent quelques variantes. Ce qui constitue en effet l'homme en tant qu'homme, c'est l'exigence d'être reconnu pour un homme. Cette exigence est constitutive de l'expérience. Derrière cette formule initiale, on retrouve la dialectique de la reconnaissance de chez Hegel. On est une conscience de soi et pour une autre conscience de soi, c'est-à-dire en tant qu'être reconnu. Formule classique que Lacan a dû apprendre lorsqu'il suivait les séminaires de Kojève, qui étaient, avant la guerre, avec un certain nombre de personnes qui ont marqué ensuite la vie française, comme Bataille, Lévi-Strauss et d'autres. Il poursuit dans ses préambules. Pour l'expérience analytique, on doit comprendre qu'elle se déroule tout entière dans ce rapport de sujet à sujet, en signifiant par là qu'elle garde une dimension
irréductible à toute psychologie considérée comme une objectivation de certaines propriétés de l'individu. Cette formulation représente une subtile et diplomatique récusation de l'unité de la psychologie de Daniel Lagache. Et puis il continue en définissant les conditions d'une psychanalyse. Dans une psychanalyse, en effet, le sujet à proprement parler se constitue par un discours, je souligne, se constitue par un discours où la seule présence du psychanalyste apporte, avant toute intervention même, la dimension du dialogue. Retenons cette formule. Se constitue par un discours avant même l'intervention du psychanalyste. Donc nous sommes ici loin des propos de Lagache qui, dans une lettre inédite à Loewenstein, au moment où il rédigeait son rapport, lui écrivait « L'analyser attend de l'analyste de résoudre ces problèmes laissés en suspens. » On voit l'écart intellectuel qu'il peut y avoir entre les deux. Et le problème posé ainsi par Lacan est de repérer à qui s'adresse ce discours. Toute la question qu'introduit Lacan, c'est celle de la position du psychanalyste. Il emploie ici encore le terme présence, qui disparaîtra en 1953. La position du psychanalyste qui fonde la relation analytique avant toute intervention qui relèverait d'un échange de paroles d'analyste à analysant. Et ici, Lacan prend soin de souligner l'importance de ce moment de l'histoire d'une façon qui vaut encore pour la situation actuelle. Au moment où la psychologie, et avec elle toutes les sciences de l'homme, ont subi, fût-ce sans leur gré, voire à leur insu, un profond remaniement de leur point de vue par les notions issues de la psychanalyse, un mouvement inverse paraît se produire chez les psychanalystes que j'exprimerai en ces termes. Si Freud a pris la responsabilité, parenthèse, contre Hésiode pour qui les maladies avoyées par Zeus s'avancent sur les hommes en silence, Freud a pris la responsabilité de montrer qu'il y a des maladies qui parlent, qui nous parlent et font entendre la vérité de ce qu'elles nous disent. Il semble que cette vérité, à mesure que sa relation à un moment de l'histoire et à une crise des institutions nous apparaît plus clairement, inspire une crainte grandissante aux praticiens qui perpétuent cette pratique. Ces propos valent tout à fait pour ce que nous vivons aujourd'hui d'une récusation de la psychanalyse au profit d'autres disciplines. À ce préambule, Lacan va fonder sa démonstration à partir des mots mêmes et du texte de Freud dans le cas d'Aura. Et c'est par ce biais du contenu du cas lui-même et des commentaires qu'a écrit Freud à propos de ses errances et ses erreurs que Lacan va définir de manière très pertinente le transfert comme le concept de l'obstacle sur lequel est venu se briser l'analyse de Dora. Le transfert, concept de l'obstacle sur lequel est venu se briser l'analyse de Dora. Lacan suit ici la leçon de Kojève qu'il a écoutée avant-guerre dans ses séminaires sur la phénoménologie de l'esprit et qui avançait son commentaire à partir des mots mêmes de Freud. Donc, dans ce texte de 8 pages, Lacan va avancer avec les mots mêmes de Freud. Et toutes les situations que je vais donner sont extraits de son intervention sur les errances de Freud. 2 termes sont à relever dès le départ. Les certitudes de Freud face à Dora, Gewissheit, et son complet désarroi, Verwirrung, dans sa préface, devant l'incompréhension du cas Dora. Freud semble avoir oublié ou laissé de côté dans le cas d'Aura les découvertes qu'il avait faites entre 1892 et 1895 et qu'il expose dans son dernier chapitre des études sur l'hystérie.
Face à Dora, il ne va pas se situer en tant que dritte personne, tierce personne, mais dans la position du théoricien qui tente de justifier et de généraliser la question de l'hystérie par l'interprétation des rêves. Le cas Dora, écrit en 1901, s'appelle à l'origine Rêve et hystérie, car Freud est encore sous l'influence de son interprétation du rêve, publiée fin 1899. Freud prend Dora en analyse à l'automne 1900 en cédant à la sollicitation de son père, Philippe Boer, un très riche industriel, beau et intelligent, dit-il, pour qui Freud éprouve de l'admiration et qui lui a été adressé par un de ses amis, également admiré de Freud, M. K. Philippe Boer exige pour sa fille un traitement psychothérapique sans l'avoir même consulté. Freud souligne à plusieurs reprises que Dora se montre récalcitrante face au médecin. Mais elle, comme Freud, se soumet à, citation, la parole impérative du père. Machtwort der Vaters. Philippe Boer donne à Freud sa propre version des faits à propos d'une scène de séduction dont Dora a été victime de la part de M. K au bord d'un lac. Il en parle comme d'un pur fantasme inventé par sa fille, ce que M. K confirmera de son côté, même si Dora a raconté la scène à ses parents. Freud a une telle confiance dans ce que lui raconte Philippe Boer au sujet de sa fille qu'il se dispense de faire une anamnèse et de voir les symptômes qui se sont déployés durant l'enfance chez Dora. Je dus à la capacité de compréhension du père, déjà soulignée plusieurs fois par moi, de ne pas avoir à chercher par moi-même à quoi se rattachait la vie de sa maladie, tout au moins dans sa dernière configuration. C'est donc le père qui va être considéré comme le porte-parole de famille et de sa fille en particulier. Freud, dans le transfert, ou plutôt hors contre-transfert, il faut le souligner, va reconduire la position du père et se faire l'allié du père qui est amant de Madame K, Pépina, ainsi que de Monsieur K qui a voulu séduire Dora et qui, quelque part, voulait peut-être se venger du rapt de Madame K par Philippe Boer. Lorsque Dora parle de Madame K, avec qui elle est amie et qui lui fait des confidences, elle admire le corps d'une blancheur ravissante. Freud interprète alors ces paroles en disant que Dora est amoureuse de Pépina. En outre, Freud cherche à mettre en application sa récente interprétation du rêve en analysant deux rêves de Dora. Il ne viendra pas à l'idée, étant donné que l'heure tourne, je vais abréger mon exposé. Ça va là, vous avez le temps, vous avez le temps là. J'ai le temps, bon. Il ne viendra pas à l'idée de Freud, donc je saute sur les deux rêves pour passer à la suite. Il ne viendra pas à l'idée de Freud que cette gifle, en réponse au « Vous savez, ma femme n'est rien pour moi », propos que le même M. Boer avait dit à propos de son épouse à Freud, ceci pouvait représenter pour Dora la désidéalisation de la seule personne, Pépina, à laquelle elle pouvait s'identifier. Réaction d'adolescent devant qui on désidéalise le seul objet auquel elle puisse s'identifier. Freud écrit alors, à ce moment-là, mon soupçon devint une certitude. Tirant les conclusions lui-même de la scène du lac, Freud explique à Dora « Vous voyez que votre amour pour M. K n'était pas terminé avec cette fameuse scène, et
comme je l'ai affirmé, qu'il se poursuit, certes, inconsciemment de vous jusqu'à aujourd'hui. Autre contresens de Freud par rapport à cette pauvre Dora. Dans sa préface, écrite en 1905, au moment même de la publication des 3 essais, ce sera publié en 1905, concomitamment aux 3 essais, Freud relève une lacune due à la brièveté de la cure, 11 semaines, avant que Dora ne donne son congé à Freud, et il ajoute la prise en compte du transfert. Le facteur du transfert dont il est question à la fin de l'histoire de cette malade ne fut pas discuté au bout de ce bref traitement. Toujours citation de Freud présentée dans l'exposé de Jacques Lacan. Je ne cite que les citations de Freud qu'a utilisé Lacan dans son exposé de 8 pages. De même, dans une postface de 1923, Freud reconnaît que ce qui a manqué à cette analyse, c'est la prise en compte de l'élément du transfert et de la maîtrise du transfert. Ainsi, l'analyse de Dora est l'exemplification de ce qu'est une analyse hors transfert. Une position de tuteur pour calmer le jeu des 4 personnages de l'histoire. Nous devons néanmoins noter dans sa postface que Freud apporte un éclairage théorique plus développé que dans les études sur l'hystérie, c'est-à-dire en 1923 dans la postface. Que sont les transferts? Ce sont des réductions, des reproductions, des motions et fantasmes appelés à être éveillés et rendus conscientes, tandis que l'analyse avance, s'accompagnant d'un remplacement caractéristique de toute cette catégorie d'une personne antérieure par la personne du médecin. En d'autres termes, toute une série d'expériences vécues psychiques antérieures revient à la vie, non pas comme quelque chose de passé, mais comme une relation actuelle à la personne du médecin. On peut donc relever ici ce qui est au cœur de la cure, parvenir à reconduire au passé ce que l'on vit comme réel et actuel. Il faut que j'abrège. Donc j'en passe maintenant à ce que Lacan conclut personnellement par rapport à ce sujet. Le seul acte proprement analytique de cette tentative d'analyse vient de Dora elle-même, lors de l'avant-dernière séance où Freud croit l'avoir réduite à ne plus le contredire, à la fin de laquelle il croit pouvoir exprimer sa satisfaction. Dora apporte une conclusion d'une tonalité très différente. Ce n'est pas grand-chose qui est sorti. Et à la fois suivante, elle donne congé à Freud. En donnant congé à Freud, c'est Dora elle-même qui pose la question au cœur même de toute psychanalyse, celle de la séparation. Elle se détache d'un groupe de grandes personnes liées par des complicités différentes et multiples dans lesquelles elle était bâillonnée. Cette séparation est au cœur de toute analyse car elle introduit la séparation des pensées. À corps séparé, pensée séparée. Freud apporte cependant une précision capitale qu'il a oubliée durant cette brève analyse, mais qui contient en germe ce qu'il développera dans l'amour du transfert. La cure psychanalytique ne crée pas le transfert. Elle ne fait que le mettre à découvert, comme tout ce qui est caché de la vie de l'âme. En psychanalyse, toutes les motions, y compris les motions hostiles, sont réveillées, mises à profit pour l'analyse, en étant rendues conscientes, et c'est ainsi que le transfert est sans arrêt détruit.
Le transfert est destiné à être le plus grand obstacle à l'analyse, devient son plus puissant auxiliaire, cependant, si l'on réussit à le deviner chaque fois et à le traduire aux malades. Dans son texte de 1951, Lacan replace le transfert, donc, non pas dans une dimension objectale, mais sur son axe essentiellement temporel, où il n'y a ni bon ni mauvais transfert, puisqu'il s'agit de repérer des moments du passé qui viennent empêcher qu'un présent puisse exister. Autrement dit, écrit-il très justement, le transfert n'est rien de réel dans le sujet, sinon l'apparition, dans un moment de stagnation de la dialectique analytique, des modes permanents selon lesquels il continue ses objets. 1 minute. Avec l'analyse que Lacan fait de la position des 4 personnages en jeu, il se rend compte que Freud s'est situé dans une position de certitude, à partir d'un savoir étranger à Dora, et que cela l'a mis dans un désarroi complet devant l'incompréhension des positions de Dora elle-même. Il était à la fois le représentant du père qui voulait bâillonner sa fille et semer le désarroi dans les transactions entre les autres personnages. En outre, Freud entendait faire de ce cas, je cite, le passe-partout de sa théorie du rêve à peine achevée. Or, on sait qu'un passe-partout est une clé universelle qui ouvre tout. Et Freud conclut, puisqu'il ne me reste plus qu'1 minute, par cette phrase fondamentale et maintes fois citée, que je ne fais que répéter, le transfert n'est rien de réel dans le sujet. Par cette formule, Lacan prolonge et retrouve l'essence de la pensée freudienne. C'est la pulsion qui crée les objets qu'elle investit. Elle est antérieure à eux, elle crée donc ces objets à l'image du passé. Le transfert tel que le définit ici Lacan se situe non pas sur un acte et sur un axe objectal, mais sur un axe temporel. Nous ne cessons de vouloir trouver sur la scène de la réalité des objets qui puissent nous permettre de retrouver les figures d'un passé primordial. Donc, anticipant le discours de Rome, Lacan ancre la psychanalyse dans cette adresse à l'autre, à cet autre manquant, celui que l'on tente indéfiniment de retrouver sur la scène de la réalité. Merci. Oui, donc vous en aurez un peu plus. De Marcos Zafiropoulos. Il y aura un peu plus de temps grâce à moi. Merci. Voilà, donc qui est directeur de recherche au CNRS, professeur à Paris-Sorbonne, et qui a intitulé son exposé « Les mythologiques de Lacan, fantasme et pas... » oui. La prison de verre du fantasme. Non. Non, parce que c'est pas le même. Fantasme et passe. Donc voilà. je garde ce titre-là. Ok. Fantasme et passe. Et qui a publié récemment Mythologique de Lacan, la prison de verre du fantasme. Voilà. Et Le symptôme et l'esprit du temps, voilà. Qui est un livre dont vous allez nous parler. Voilà. Non, mais enfin, ça fait rien. Bon, d'accord. Alors. Ah oui, c'est moi qui parle pas dans mon micro. Alors, le 4 mars 59, dans son séminaire « Le désir et son interprétation », Lacan énonce « Je soutiens, et je soutiendrai sans ambiguïté, et ce faisant je pense être dans la ligne de Freud, que les créations poétiques engendrent, plus qu'elles ne les reflètent, les créations psychologiques. Je relance d'emblée cette citation de Lacan pour soutenir de sa bouche que, de son point de vue, le sujet de l'inconscient se déduit des créations poétiques. S'il se déduit des créations poétiques dont les mythes, alors on comprendra mieux que l'étude des grands textes de la culture occidentale devinrent pour Lacan, et notamment entre 58 et 64, une sorte d'impératif de recherche
me conduisant enfin à inventer pour la suite de mon archéologie critique de l'œuvre de Lacan une troisième période, précisément intitulée celle des mythologiques de Lacan, au motif notamment de faire apercevoir clairement la sorte de gémellité liant sa recherche à celle de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, qui rédigeant entre 64 et 71 ses propres mythologies consacrées à l'analyse structurale des mythes américains, sera enfin reconnu comme le maître de l'analyse des mythes au plan mondial. C'est donc dans son transfert à Freud et à Lévi-Strauss que Lacan, de mon point de vue, poursuit sa recherche dans ce séminaire « Le désir et son interprétation », qui est aussi pour moi un séminaire sur la théorie du fantasme. Théorie du fantasme elle-même peu compréhensible si on laisse de côté ce que j'ai appelé à l'occasion la révolution du phallus, par laquelle Lacan a notamment révisé l'interprétation de l'Oedipe de Freud en renversant radicalement sa table de lecture, puisque si Freud considère notamment que la source du désir incestueux est dans l'enfant qui veut jouir de la mère, ce qui est somme toute assez peu probable, Lacan affirme tout au contraire que c'est la mère qui veut l'enfant et que donc la source du désir incestueux n'est pas à chercher du côté de l'enfant, mais à situer dans la volonté de jouissance nocive, fétichiste, instinctuelle de la mère. De là une cascade de conséquences cliniques, comme par exemple l'analyse de la cause de la frayeur de l'enfant sujet à la phobie, qui n'est pas vraiment à situer, comme le fait Freud, dans une menace venant de l'autre paternel, mais dans l'idée que se fait l'enfant de ce qu'il en serait d'être embarqué sans retour dans la jouissance de la mère. J'évoque cet exemple clinique pour aller tout droit à une situation clinique, propre à nous montrer par défaut ce qui manquait à l'ainsi nommé petit Hans, bien connu de tous, car ce qui motivait la phobie de l'enfant, ce ne fut pas tant d'être menacé par le père, mais ce fut plutôt un manque d'appui dans le père ou dans son nom, manque qu'il compensa par sa production du mythe du cheval selon Lacan, modifiant du même coup, le bon Lacan, toute la clinique de la phobie. J'ajouterai pour aller vite que ce qui manquait aussi au petit Hans fut ce qui fait ordinairement barrage contre l'océan de jouissance de la mer, à savoir l'opérateur de défense du fantasme par lequel l'enfant sujet à la névrose répond à l'autre maternel, apparaissant d'abord à l'enfant sous le mugissement terrorisant de l'être archaïque que le jeune Lacan de 38 situait avant même le stade du miroir et que le Lacan des mythologiques 59 donne à reconnaître 20 ans plus tard comme, je cite, la forme terrifique qui représente l'apparition du surmoi en réponse à celui qui l'a évoqué dans une caverne napolitaine, Kévoy. Vous aurez reconnu dans ce Kévoy le fragment du texte de Cazotte, Le diable amoureux, que j'ai étudié dans le premier volume donc des mythologiques de Lacan, pour dégager les sources de la théorie du fantasme chez Lacan, qui sont donc, comme vous le voyez, non pas des sources cliniques, mais des sources littéraires. Kévoy. Et Lacan de poursuivre, la question posée à l'autre de ce qu'il veut, elle est posée de là où le sujet fait sa première rencontre avec le désir comme étant d'abord le désir de l'autre. Dans cette logique, qui est celle du rapport archaïque à l'autre maternel, vous voyez que le sujet s'égare d'emblée dans la constitution de son propre désir, puisqu'il est dès l'origine orienté par l'autre. Et c'est dans cette sorte de perplexité originaire qui affecte douloureusement l'enfant que se déclenche, indique le Lacan de 59, et face au Kévoy inaugural, cette prolifération d'images fantasmatiques et identificatoires par lesquelles le sujet témoigne non pas de son propre vouloir, mais de ce qu'il suppose que l'autre veut de lui. C'est donc dans cette logique rapidement rappelée que se constituent au total, et comme nous l'apercevons, les premiers noyaux de l'univers fantasmatique qui inclut imaginairement le sujet dans un étrange dialogue avec l'autre, et aussi qu'apparaissent les premières assises du moi avec lesquelles il se défend, affirme Lacan.
Mais que dit-il exactement? Pour ce qui concerne la défense par le moi, Lacan précise que si l'élément imaginaire, à savoir la relation du moi à l'autre, I de A, intervient, c'est en tant qu'elle permet au sujet de parer à sa détresse dans sa relation au désir de l'autre. Pour ce qui concerne l'organisation du fantasme, où le désir va apprendre à se situer, Lacan énonce clairement: chaque fois que vous aurez affaire à quelque chose qui est à proprement parler un fantasme, vous verrez qu'il est articulable dans ces termes de référence en tant que rapport du sujet comme parlant à l'autre imaginaire. C'est cela qui définit le fantasme. Au total donc, et de ce point de vue de la généalogie du désir, on voit parfaitement, j'espère, que le désir du névrosé fait donc émerger le sujet dans une fixation non pas à un objet, mais à un fantasme qui est pour Lacan un opérateur de défense contre la jouissance morbide de l'autre. Théorie du fantasme inverse de celle de Freud, puisque chez Freud, l'enfant use du fantasme pour jouir d'un commerce sexuel avec le père, selon le paradigme « un enfant est battu ». Chez Lacan, l'enfant use du fantasme pour écarter ce style de commerce avec la mère contre laquelle il se défend. Et Lacan fournit la formule du fantasme le 12 novembre 1958, sous cette forme extrêmement simple et devenue très célèbre dans notre champ, capitonnant le symbole S-barré qui représente le sujet du désir en tant qu'il est poinçonné à l'objet petit a, ou encore à la forme imaginaire qu'il se donne de lui-même comme objet phallique de l'autre, ou autrement dit comme représentation moi idéale typique de ce qu'il s'imagine être comme substance increvable face à la jouissance de l'autre. J'ajoute, pour montrer la grande cohérence de la pensée de Lacan, que cette représentation moi idéale typique n'est autre que celle que Lacan désignait dès 1938 comme la cause de la jubilation de l'enfant au miroir, s'extrayant triomphalement de ce que le même Lacan appelait alors le complexe d'intrusion, succédant à ce complexe du sevrage, dans lequel l'enfant en morceaux restait alors dominé par la loi de la mère archaïque, dont il s'arrachait, selon Lacan, par le frère, puis par l'identification moi idéale typique, enfin reconnue par le père, poinçonnant l'image en question sur le système symbolique, comme l'avait fort bien montré Vallon. À l'issue du stade du miroir, l'enfant triomphe donc, selon Lacan. Il passe de la nature à la culture, et il est cuit, dirais-je, pour préparer la suite. Bon, vous voyez la cohérence, l'objet A. L'objet du fantasme est d'abord idéal, c'est une image, pour le Lacan de 59, c'est-à-dire une représentation moi idéale typique du sujet qui se défend contre la volonté de jouissance incestueuse de la mère, comme de ses allées et venues sur lesquelles pourtant il se règle. Dans tous les cas, ce qui apparaît, c'est que le désir se constitue dans une tentative de réponse à l'autre, ou encore ce qui apparaît, c'est que le bien nommé sujet est toujours d'abord assujetti à l'heure de l'autre, et que si le fantasme est un opérateur ou un système de défense, faisant de chaque névrose une névrose de défense, eh bien c'est très exactement aussi une véritable prison de verre qui enferme le sujet et le prive de sa rencontre avec l'objet, ou encore motive profondément ses inhibitions. Et tout ceci, chez Lacan, n'est pas anhistorique. Et pour aller vite, j'ajoute que c'est la raison pour laquelle le Lacan de mes mythologiques fait d'Hamlet le paradigme de l'homme moderne, puisqu'à se faire l'objet moi idéal typique ou le phallus de sa mère, l'horrible Gertrude, le prince de Danemark est, comme vous le savez, entravé dans son acte et donc incapable d'abattre Claudius, qui est à la fois l'amant de sa mère et le meurtrier du père, incapable de l'abattre, comme le lui demandait pourtant, et par-delà la mort, le spectre du père soucieux de rétablir un peu de décence dans ce royaume pourri de Danemark. Bref, Hamlet, comme vous le savez, est entravé, et il lui faudra passer par le défilé d'une blessure décomplétant son moi idéal
pour qu'il soit délivré du charme maléfique de l'inhibition et qu'il s'engage vers l'acte, offrant enfin à la restauration de la loi. Hamlet est pour Lacan le paradigme de l'homme moderne parce qu'il est enfermé dans ce que j'ai appelé sa prison de verre, où l'on aperçoit son visage, moi, idéal typique d'impuissant, en cette image idéa qui est pour Lacan ce que l'homme moderne refuse de donner à l'autre, cette sorte de perle autour de quoi s'organise son fantasme, le séparant dès lors et dans l'impuissance de tous les autres. Et pour Lacan, j'ajoute que c'est cette sorte d'huîtrification fondatrice du sujet qui constitue la caractéristique de la modernité de l'homme occidental, car si Hamlet est arrêté dans son acte par sa prison de verre, ce n'est pas du tout le cas des héros antiques qu'il étudie avec beaucoup de soin dans cette période des mythologiques, car ceux-là, les héros antiques, disposent au contraire de leur pleine liberté d'acte. Et là, vous retrouvez, mais autrement, la grande question de l'évolution historique de la structuration subjective, qui polarise une bonne part des héritiers de Freud et de Lacan, car si d'importants psychanalystes de notre champ diagnostiquent de manière récurrente le relatif déclin de la structuration du sujet de la modernité tardive, ils se réfèrent volontiers à celui que j'ai appelé le premier Lacan, soutenant dans les années 30 l'idée du déclin du père au motif devenu obsolète et donc scientifiquement inacceptable de l'historique contraction de la famille en Occident qui n'a jamais existé. On aperçoit avec les mythologiques de Lacan, qui enrichissent fortement son discours de Rome, que le sujet de l'inconscient, n'étant pas pour Lacan le fils de famille comme il fut pour Freud, mais le sujet du symbolique, c'est-à-dire le sujet de la culture, des rites, des structures élémentaires de la parenté et aussi donc de la poésie, des grands textes ou des mythes, on s'aperçoit, disais-je, que du point de vue du Lacan des mythologiques, le sujet évolue historiquement en sa structure, selon l'évolution historique non pas de la famille, mais de la mythologie occidentale, accouchant notamment avec le christianisme d'un déboîtement majeur régulièrement désigné, mais peut-être à tort, comme celui de la mort de Dieu. Mort de Dieu qui, in fine, motiverait une relation au père devenue en Occident moins aimable pour le fils. Fils qui, dès lors, et au déclin du complexe d'Oedipe, rechignerait à se déprendre de sa position phallique ou moi idéal typique, en exigeant ce que Lacan désigne comme la rançon du fantasme, qu'il soustrait à sa propre automutilation, pourtant seul apte à garantir son institutionnalisation dans l'ordre symbolique, dans la culture, étant entendu que dans ces mythologiques, Lacan indique que l'automutilation est la formule peut-être la plus profonde de ce qu'est la castration, à la différence de ce qui jusque-là était reçu comme classique dans notre champ, et l'est encore trop souvent peut-être en tant que menace venant de l'autre paternel. Bref, du héros antique à l'homme moderne, les mythes de la culture occidentale se déboîtent selon Lacan, d'où sa brillante étude structuraliste montrant dans ses mythologiques, et encore à la différence de Freud, non pas tout ce qui rapproche Hamlet du héros antique Oedipe ou sa sœur Antigone, mais tout ce qui le sépare d'eux, puisque si ces derniers, les héros antiques, se précipitent dans l'automutilation pour restaurer l'ordre et la loi dans la cité, le prince des inhibitions n'y parvient pas, du fait de la prison de verre du fantasme qui l'embastille et le fixe dans sa position pré-oedipienne de phallus de la mer. Voilà rapidement située la position de l'homme moderne, autant dire de nos analysants, à l'entrée de la cure, et dès lors on comprend bien que la traversée du fantasme, ou ce que j'appellerais pour l'occasion la décomposition du système fantasmatique, deviennent un des enjeux décisifs de l'expérience analytique lacanienne, qui, dans son éthique d'émancipation, conduit celui qui passe à, d'une certaine manière, se libérer des inhibitions du prince de Danemark pour rejoindre ce que Lacan nommait fort justement la crudité d'Antigone, Antigone libre dans son acte, Antigone qui est, selon Lacan, je cite, arrachée par quelques côtés à la structure, et je complète,
arraché par quelques côtés à la structure du signifiant comme de l'image, parce qu'Antigone veut aller au-delà de la T, vers ce lieu de l'entre-deux-morts où l'être du sujet cesse d'être tourmenté par ce désespoir ontologique qui fait du sujet de l'inconscient le cerf de la chaîne signifiante où il s'aperçoit pour mieux se perdre, comme il est aussi le prisonnier de l'axiomatique de son fantasme qui l'embastille et organise la périodicité systémique de son monde névrotique. À se rejoindre comme être pur, et dans cette crudité d'Antigone qui n'est autre qu'un des noms mythologiques et structural du réel de l'objet A, débarrassé de son enveloppe moi idéal typique, de même qu'émancipé de ses fixations au signifiant maître, qui entravent la décomposition spectrale du système fantasmatique organisant la périodisation récurrente de ses tourments névrotiques, l'homme moderne, au risque de l'expérience lacanienne, aurait enfin donc vocation, au terme de son errance sous transfert, à rejoindre la liberté d'acte du héros antique et dès lors à accéder au seuil des premières divinations freudiennes qui forment l'orée du champ psychanalytique, où il peut alors, à juste titre et s'il le veut, venir prendre rang parmi les psychanalystes. D'où l'on voit que l'acte analytique, dans cette perspective, suppose que l'analyste ait rejoint la liberté d'acte du héros antique et qu'il œuvre à son tour, mais pour un autre, à la décomposition du cristal ou du système du fantasme, comme dit Lacan, par l'effet d'une analyse spectrale, dont je vous donne ici un exemple, Antigone, en cheminant au joint de l'imaginaire et du symbolique, où nous poursuivons le rapport de l'homme au signifiant et le splitting qu'il engendre chez lui. Ceci vaut pour la traversée du fantasme, et donc évidemment pour le cas par cas ou pour la production du psychanalyste. Mais aussi cela vaut pour la clinique de la culture, car il se trouve que les enjeux de l'analyse spectrale désignés par Lacan ramènent une nouvelle fois à l'éminente énigme qui cause la recherche de l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss. Mais qu'est-ce que l'analyse spectrale évoquée par le Lacan de l'éthique a donc à voir avec l'ethnologue Zafiropoulos ? Eh bien, demandons-le à Lacan, qui reprend et répond. L'homme est pour nous en train de se décompenser, comme par l'effet d'une analyse spectrale dont je vous donne ici un exemple, Antigone en cheminant au joint de l'imaginaire et du symbolique, où nous poursuivons le rapport de l'homme au signifiant et le splitting qu'il engendre chez lui, et il poursuit, un Claude Lévi-Strauss cherche la même chose quand il tente de formaliser le passage de la nature à la culture, et plus exactement la faille entre la nature et la culture. Alors on sait que je soutiens depuis longue date que Lévi-Strauss fut pour une large part l'autre de Lacan, son fils si vous voulez, un fils socialiste, ne l'oublions pas, mais enfin un Lévi-Strauss qu'aima tant Lacan que l'on peut au moins pour une large part considérer l'œuvre du psychanalyste comme une longue conversation avec le génial ethnologue dont il endosse pour sa propre recherche quelques questions cruciales, comme il en est précisément ici du passage de la nature à la culture. Raison pour laquelle, oui, je vous propose donc 5 minutes pour conclure la thèse exorbitante selon laquelle l'expérience de la cure lacanienne pourrait être formalisée ici comme inverse et complémentaire de l'énigme passage de la nature à la culture scrutée par l'ethnologue, à savoir comme une sorte de tracé, menant donc de la culture forcément lourde de névrose, comme l'a parfaitement signalé Freud, vers la crudité de la nature retrouvée par et dans l'éthique de Lacan, sous la modalité du réel de l'objet A, d'où œuvre logiquement le psychanalyste. Bref, pour le dire autrement et un peu plus précisément, si l'évolution de la culture occidentale a accouché de l'homme du fantasme, qui est donc un sujet cuit et un sujet bien cuit, la psychanalyse, en dissolvant sous transfert la prison du fantasme, rapproche l'homme moderne de la culture de l'être pur ou du rond antique, en visant à restaurer sa liberté d'acte entravée par le système du fantasme. J'ajoute avec précaution que si tout ceci vaut pour l'homme du fantasme,
c'est-à-dire pour l'homme de la névrose, cela ne vaut pas, ou pas de la même manière, pour ceux qui sont plutôt sujets aux affres de la psychose, de la mélancolie, ou encore pour ceux qui manquent de moi, comme de fantasmes, et s'acharnent le cas échéant à produire une solution délirante à leurs tourments. Et j'ajoute pour nos journées que l'on aperçoit enfin et au total l'importance de la lecture des grands textes pour le réglage de l'expérience analytique de Lacan, importance bien compréhensible, puisque pour lui, je le répète, si le sujet de l'inconscient se déduit des créations poétiques plus qu'il ne les engendre, alors on comprendra évidemment qu'il lui importait aussi d'aller tout droit à l'analyse de ces grands textes et de leur évolution historique, de même que l'on comprendra aussi que l'interprétation dans l'expérience ne peut être que poétique, puisqu'elle vise dans l'expérience les embarras du fils du poème mythique où l'on aperçoit le sujet moderne arrêté par le système enfermant cet homme dans sa prison de verre ou dans le cristal de son fantasme. Cristal du fantasme qui est soustrait au sacrifice de l'automutilation exigé par le spectre du père d'Hamlet et qu'il faut donc dissoudre par une analyse forcément spectrale, étant entendu que c'est maintenant pour Lacan ce système du fantasme qui forme le joint entre la nature de l'objet A et l'asservissement culturel du sujet de la culture, S-barré, alors qu'en 1950, et comme je l'ai signalé à l'indifférence générale bien sympathique dans mon Lacan et les sciences sociales il y a déjà plus de 17 ans, ce rôle éminent de capitonnage entre la nature et la culture revenait à ce qu'il appelait la formation originaire du surmoi. D'où ce nouveau déboîtement théorique d'aujourd'hui, faisant apercevoir, je l'espère, que si le fantasme devient pour le Lacan des mythologiques une formation de défense contre le surmoi originaire, la mère, il n'en reste pas moins une formation de ce surmoi originaire et donc maternel, surmoi maternel inexistant chez Freud et prélevé par le jeune Lacan chez Mélanie Klein. Et d'où enfin cette thèse ou cette hypothèse, que je rappelle exorbitante, mais que je viens aujourd'hui vous proposer, pour apparenter l'énigme de la passe à ce que le tout aussi génial Umberto Eco appelait cette marche triomphale de l'écrevisse, conduisant dans le champ freudien les frères du prince de Danemark accablés par leurs inhibitions, et pour qui tout est cuit, à rejoindre par la grâce de l'expérience lacanienne la liberté d'acte en même temps que la crudité d'Antigone ou d'Oedipe. C'est au choix du genre, mais le tracé est le même, du cuit au cru, de la culture à la nature. Merci. Merci de ces interventions passionnantes, voilà, qui nous situent dans la direction de la cure et voilà, où il s'agit d'une certaine manière pour l'un et pour l'autre de faire une genèse du transfert pour Jacques Sedat et du fantasme et même du surmoi, enfin, voilà, pour Marcos. Peut-être vous avez la salle a des questions parce qu'on a vraiment fini pile dans les temps, donc peut-être on peut s'accorder 5 minutes même 10 minutes de débat, hein 5. OK. Alors, ça serait un plus long débat, on pourrait faire ça ailleurs, mais je suis pas d'accord avec cette façon d'expliquer les choses, mais pas du tout. Mais c'est plus subtil que ça. Enfin, pour moi, ça me paraît plus complexe. Bon, c'est tout. C'est pas grave. Ouais, bonne question. Bon, c'était pareil, c'était pareil avec Gérard Pommier qui dit des choses très sympathiques, très marrantes, mais il y a des petites choses qui mériteraient aussi d'être discutées. Le désir de l'analyste, qui serait que des désirs infantiles qui n'auraient pas été dépassés. Mais, ouais. Enfin, non, mais Gérard Pommier était là hier, il n'est plus là aujourd'hui. Si vous voulez poser une question, ça serait sympathique et adapté. Je crois. Ouais.
C'était très intéressant. Voilà, il y a quand même une chose qui m'a arrêtée, c'est le retour, la palinodie du cuit au cru. Voilà, est-ce que le réel qu'affronte Antigone, c'est assimilable à la nature, étant donné que c'est un réel pris quand même dans réel imaginaire symbolique? Donc cette équation me paraît difficile, un peu simple. En général, on n'a pas. Nature, vous savez que l'être humain, à partir du moment où il parle, Antigone parlait probablement, on n'a pas un accès direct au réel. Donc il y a toujours un réel qui se noue, d'une certaine manière, oui, aux deux autres registres qui sont la métapsychologie, disons, lacanienne. La question est de savoir, effectivement, quelle est finalement cette crudité d'Antigone. Mais enfin, ce serait beaucoup de travail. Enfin, quand Antigone parle, oui, et même elle chante au-delà du langage. Dans son ode à Eros, elle s'est chantée. Elle se retrouve donc, en deçà du langage. Mais je suis simplement surprise, ou j'ai mal compris, de cette assimilation nature et réel. Oui, c'est ça. Si on l'entend, je ne vais pas voler au secours de Marcos, mais si on l'entend métaphoriquement, bien sûr, pas en tant que tel, de toute façon, la coupure nature-culture, ça ne tient, on ne peut encore la soutenir à partir de Lévi-Strauss qu'à la condition de la penser métaphoriquement. Mais c'est vrai qu'au fond, parce que pour Marcos, le symbolique de Lacan procède directement du pacte symbolique et du symbolique de Lévi-Strauss. Hein, c'est ta thèse. Et c'est pas faux d'ailleurs. C'est la fonction symbolique de Lévi-Strauss. Donc au fond, voilà, c'est ce qui résiste ou qui resterait une fois la fonction symbolique établie, qui resterait de la nature malgré tout toujours là. Donc on peut appeler ça le réel, c'est-à-dire ce qui résiste à la symbolisation. Non, je voulais juste dire un mot à propos, puisqu'on parle du Lacan primordial, initial. Je repensais à ce que soulevait Jacques, etc., à propos de la question du désir, parce que c'est bienvenu de dire un mot, peut-être que c'est un peu hors de propos, mais pour tordre le cou à cette critique qu'on n'entend plus, mais qui a été très violente à une époque du Lacan hegelien, ou du Lacan précédent. Lacan a toujours fait avec la philosophie de l'anti-philosophie, c'est-à-dire il a toujours attrapé dans la philosophie, comme dans la littérature, l'idée au fond que les philosophes disaient des choses qui étaient des organisations de défense et qu'ils pouvaient attraper éventuellement quelque chose qui convenait d'interpréter. C'est le glissement que fait Lacan très tôt quand il interprète la dialectique du maître et de l'esclave, puisqu'il distribue la jouissance exactement à l'inverse de Hegel. C'est également la même chose sur la question du désir comme désir du désir de l'autre, c'est-à-dire comme désir de reconnaissance, puisque très rapidement, pour Lacan, le désir n'est plus désir du désir de l'autre au sens de la reconnaissance, mais le désir est le désir de l'autre, tout simplement. Et avec l'équivoque sur l'autre, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est l'altérité en tant que telle, au sens d'un autre extérieur, repérable, etc., etc. Il n'y a pas d'autre désir. Donc, au fond, l'opposition que tu faisais entre Freud et Lacan se résout de cette façon-là, parce que qu'on l'attrape par un pied ou par l'autre, de toute façon, il n'y a pas d'autre désir que le désir de l'autre. Oui, sauf que le désir c'est même pour ça que le névrosé, comme disait Lacan, le fantasme va au névrosé comme des guêtres à un lapin, c'est-à-dire que le névrosé s'en tient à distance et que de son désir, il veut rien savoir. Oui, mais Lacan dit clairement qu'effectivement, le désir est réglé par le fantasme. Voilà, oui, donc il n'y a pas d'objet, c'est pas l'objet du désir. Quand j'entends parler sans arrêt de l'objet du désir, bon, ok. Mais enfin, donc, si tu veux, effectivement, il y a d'abord le désir de l'autre, mais il y a une espèce de révolte, disons, de l'homme moderne contre ce désir de l'autre. Et la question, c'est de savoir comment il opère cette révolte, et donc avec cet appareillage du fantasme notamment. Mais c'est une prison, voilà. Toute la question est là. C'est d'ailleurs qu'il faut quand même, je crois, disjoindre ce qui en est du désir de l'autre, de la manière dont le sujet se débrouille, quand même à avoir l'impression d'avoir son propre désir avec un fantasme qui l'emprisonne. Et je crois que c'est tout l'enjeu de la psychologie. Enfin, c'est une large part de l'enjeu d'une cure que de se débarrasser de cet opérateur qui le rend, qui le sépare, qui le rend seul et qui le sépare de... Dans son intervention sur le transfert, Lacan ne parle absolument pas de désir, justement. Oui. Oui, mais ce qui me paraît extrêmement important, c'est l'antériorité, justement,
de la pulsion, ce qu'il appelle la pulsion qui constitue ces objets. Donc ce n'est pas les objets qui vont nous constituer, ce sont nous qui constituons les objets que nous investissons. Or, à travers ça, il y a toute la dimension qui me paraît fondamentale chez Freud de la séparation. Accords séparés, pensées séparées. Il ne s'agit pas de rentrer dans un ordre quelconque à travers la psychanalyse, mais justement de pouvoir refaire le parcours de son histoire de façon à se détacher des grandes figures qui nous ont aliénés. Donc on n'est pas du tout dans la dimension d'être désiré par l'autre, que ce soit le désir de la mère ou le désir du père. Et ça, Lacan, en 1951, l'a très bien vu. Est-ce que vous ne diriez pas que dans ce texte, il fait déjà précéder le transfert du côté de l'analyste? Est-ce que c'est pas comme une sorte de mise en perspective du désir de l'analyste dès ce texte? Parce que dans ce texte montre que Lacan montre que Freud était victime d'une position qui était de se mettre au service de deux familles, voilà, et absolument pas dans une position de soutenir la position de Dora. Oui, il était la retransmission d'une cour familiale. Oui, je crois que ce que tu as dit aussi sur les rêves est très important, parce que Lacan dit que Freud, au fond, ne prend pas au sérieux les rêves de Dora. Donc il ne prend pas au sérieux l'inconscient, les formations de l'inconscient de Dora, par lesquelles quand même s'exprime quelque chose de son désir inconscient. Et du coup, il reconduit au fond une logique bourgeoise, on va dire. C'est l'erreur. Ça a été l'erreur de... Et il confond, en plus de ça, Freud confond la femme et la mère. Du coup, évidemment, tout ça le désoriente totalement et ne lui permet pas, bon, même si évidemment c'est celui qui a fondé notre champ, donc respect, comme dit l'autre. C'est pour ça qu'il est important je trouve de dater de millésimer les textes, parce que le Freud de 1900 n'a rien compris encore à la femme. Il faudrait qu'il attende 1930 pour écrire sur le féminin. Oui, c'est pas fameux non plus, mais enfin bon. Oui, mais voilà. Mais ce que pose Lacan, c'est que quand même, parce que là, il pose le transfert comme répétition à ce moment-là, et dans ce texte de 52, enfin dans ce que vous évoquez. Oui. Et non, il le pose comme une dialectique. Enfin, c'est très précis. C'est un très beau texte de Lacan auquel effectivement tu as bien fait de t'atteler. Alors la question sur la séparation, simplement pour faire le capitonnage entre nos deux textes, je crois qu'effectivement ce que tu signales de la question de la séparation est essentiel. Est essentiel dans la cure. Est essentiel d'autant plus que le fantasme est un appareil de séparation de l'autre. Donc, en ce sens-là, voilà, il faut... Ou de confusion. Ou de confusion. Okay. Bien, je crois que bon, on s'arrête là aujourd'hui, enfin, pour cette session-là.